un peu plus vite sur certaines choses alors. Moi, je vais effectivement plutôt vous proposer un cas d'usage ou un témoignage de comment est-ce qu'on peut utiliser des données, les données d'îlots de chaleur dont on dispose actuellement en France afin d'évaluer les relations entre la consommation de soins, qui est ma problématique de santé, et les vagues de chaleur. Donc, je vous propose un petit peu ce projet qui est qui est au tout début. On est en cours de conventionnement avec le Health Data Hub et le Green Data Forest. On remercie encore pour leur confiance dans ce projet. Et le projet est en collaboration avec Météo France et le Centre scientifique et technique du bâtiment. Voilà, très contente de travailler avec eux. Alors juste vraiment très rapidement, pourquoi est-ce que je m'intéresse aux vagues de chaleur et à la consommation de soins? Ben, tout simplement parce que, et Basile l'a très bien décrit, on commence à bien connaître dans la littérature épidémiologique les relations entre mortalité et vagues de chaleur, et également un petit peu avec les îlots de chaleur urbains. On commence à avoir des études de morbidité, donc avant le décès, mais la mortalité offre en fait assez peu d'indications pour adapter le système de soins ou encore mettre des systèmes d'alerte pertinents lors des vagues de chaleur. La consommation de soins, c'est tout ce qui a trait aux soins, donc les hospitalisations, le recours aux urgences, les consultations de médecins généralistes ou spécialisés et la consommation de médicaments. La littérature commence à s'intéresser à ces questions. J'ai pas mis les références là, mais dans le support que je pourrais partager, je pourrais rajouter un ensemble de références si vous êtes intéressé. Les études qui se sont penchées sur la question, notamment en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, par exemple, ont montré qu'en cas de vague de chaleur, eh ben, il y avait une augmentation de tous ces recours aux soins. Euh, Ces études ont également mis en évidence des populations vulnérables qui sont bien évidemment très proches des populations vulnérables dans les études sur la mortalité, à savoir les enfants, les seniors, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou qui ont un statut socio-économique peu favorable. Certaines études se sont également penchées sur les questions du logement, donc la qualité du logement, le fait que ce soit des passoires thermiques ou pas, hein, pour parler crûment, et un tout petit peu sur les îlots de chaleur urbains, mais la littérature reste encore assez peu fournie à cet effet. Donc, le projet vise à regarder dans quelle mesure les vagues de chaleur sont associées à une surconsommation. Enfin, on voit déjà dans quel sens ça va. Et quelles sont les populations vulnérables avec des caractéristiques individuelles telles que les maladies chroniques, mais également contextuelles, notamment à l'échelle du logement ou du bâtiment et également du quartier. Donc, pour ce faire, on va mobiliser un certain nombre de données sur le projet qui va débuter, qui va s'étaler entre 2025 et 2026. On va mobiliser les données de la cohorte Constance, des données de température et de vagues de chaleur de Météo France et des données de bâtiments et d'îlots de chaleur urbains du CSTB. Alors, juste quelques mots sur la cohorte Constance. Je vais passer rapidement, mais un petit peu comme Basile, comme je ne connaissais pas vraiment la composition du public, voilà, je suis partie du principe que personne ne savait trop. Et donc, voilà, j'espère que chacun pourra trouver des informations qui lui sont utiles. Donc, la cohorte Constance, bah, déjà, c'est une cohorte. Donc, le but, c'est de suivre toute une population donnée un échantillon, en l'occurrence de 220 000 personnes résidant en France, et de les suivre. Là, j'ai mis tout au long de leur vie, en fait. Pour l'instant, on a droit à 30 ans. Donc, c'est une cohorte prospective, c'est-à-dire on inclut les participants entre 2012 et 2020-2021. Ils étaient âgés de 18 à 69 ans et ils étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale ou de régimes partenaires comme la MGEN, par exemple. Et on les suit progressivement tous les ans. Je fais un petit peu de pub parce qu'il s'agit de l'accord constant d'une infrastructure ouverte. Donc, toutes les personnes qui veulent faire des études dessus peuvent déposer un projet. Je pourrais aussi rajouter le site web de Constance où tous les détails sont exposés. Et donc, la cohorte vise également à fournir toutes les données pour faire des recherches épidémiologiques et mettre en évidence des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs sur un ensemble de volets de la santé. Donc, par design, en fait, la cohorte a pu bénéficier d'un appariement au système national des données de santé de l'assurance maladie. Elle bénéficie d'un appariement également à l'assurance retraite.
Et en fait, la cohorte Constance se base sur un partenariat avec l'assurance maladie qui a mis à disposition un ensemble de ces centres d'examen et de santé dans une vingtaine de départements, comme je vais vous le montrer dans une diapositive suivante. Et donc, les participants, quand ils consentent à participer à la cohorte, bénéficient d'un examen de santé assez complet avec des mesures de poids, de taille, de pression artérielle, de glycémie, etc. Les participants répondent à des questionnaires très détaillés à l'inclusion, puis tous les ans, bénéficient également d'un examen de suivi tous les 4 ans, ce qui fait qu'on a des données de consommation de soins, ce qui m'intéresse énormément, mais également d'énormément d'autres volets de santé, respiratoires, cardiologiques, santé mentale, etc. Il y a un sexe ratio assez équilibré avec 52% de femmes, une diversité d'âge, de situations socio-économiques et des données également de comportement de santé, notamment la consommation d'alcool, de tabac, l'activité physique, l'alimentation. Un gros effort a été porté sur la santé au travail avec des calendriers professionnels vie entière et un ensemble d'expositions professionnelles auto-rapportées ou objectivées. Et également, pour la santé environnementale, on dispose d'énormément d'informations et on a à peu près 20% des participants qui vivent en zone rurale et 80% en zone urbaine, ce qui correspond à voilà, au reste de la population en France. Donc, nous, on va s'intéresser à la période de 2012-2024. Grâce à la cohorte, donc, pour tous les participants, on va pouvoir avoir les informations sur la santé, mais pas que, dont je vous ai parlé. On va pouvoir donc bénéficier de l'appariement au système national des données de santé. Et dans un premier temps, on va surtout s'intéresser aux hospitalisations et aux urgences. On va pouvoir utiliser des données de Météo France concernant notamment les vagues de chaleur. Donc, Météo France nous a fourni des bases de données avec des dates de vagues de chaleur, des intensités également par département. Et le Centre scientifique et technique du bâtiment va pouvoir apparier tous les logements de Constance à la base de données, enfin toutes les adresses en tout cas, à la base de données nationale du bâtiment, qui est une énorme base de données pour tous les bâtiments de France. Donc, ce n'est pas forcément au logement comme je l'ai dit. Euh, et en fait, la BDNB récapitule toutes les données du bâtiment, par exemple les matériaux de construction des murs, du toit, la surface vitrée, etc. On n'a pas forcément des conditions d'utilisation, par exemple, est-ce que la personne a un système de ventilation efficace ou bien utilise la climatisation, mais il y a énormément d'autres informations qui ont permis au CSTB de développer un indicateur de surchauffe du bâtiment à la chaleur et également des potentialités d'îlots de chaleur urbains. Météo France également a des compétences pour identifier les îlots de chaleur urbains. Alors, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, et on ne peut pas travailler en épidémiologie environnementale dans les cohortes si on n'a pas des adresses à minima des localisations de villes. Et donc, les volontaires de la cohorte nous ont autorisé à utiliser et réutiliser leurs adresses et nous informe quand ils déménagent. Donc, la diapo date un peu, mais on a donc entre 25 et 30% des volontaires qui ont déménagé au moins une fois depuis leur inclusion. Et grâce à leur adresse, on peut établir ce genre de carte où vous pouvez voir où habitent les volontaires à l'inclusion. Donc, vous voyez les départements dont les centres d'examen et de santé de l'assurance maladie sont partenaires de la cohorte. Voilà, ça, je ne vais pas en parler aussi, mais on a un historique vie entière pour une partie des volontaires. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ces données d'adresse tout d'abord? Alors, comme je ne savais pas du tout si vous étiez au courant des concepts de géocodage, j'en parle assez rapidement, mais le géocode, c'est une manière de transformer une adresse en coordonnées géographiques XY dans un système, dans un référentiel spatial donné, par exemple pour les coordonnées GPS, que vous connaissez sûrement grâce à votre GPS. Il s'agit du système de latitude-longitude. Et j'ai pris l'exemple ici de l'adresse de Paul Brousse, qui est au 15 avenue Paul Vaillant-Couturier à Villejuif. Si dans Google Maps, par exemple, je clique sur l'entrée de l'hôpital et que je demande plus d'infos à cet endroit, eh bien, Google Maps me dit 48 79 5 et 2.36 33. Il s'agit de la latitude et de la longitude. Et c'est comme ça qu'on peut transformer toutes les adresses par des systèmes un petit peu plus automatisés quand même qu'en cliquant sur Google Maps pour chaque adresse à l'inclusion. Et donc, après, une fois qu'on a ces géocodes, eh ben, on peut apparier à des cartes. Ici, j'ai pris
un exemple assez, que je n'utilise pas, mais c'est pour la beauté de la démonstration. Il s'agit de la température moyenne en juillet 2022 sur le Google Earth Engine. Et vous pouvez voir, par exemple, pour chaque participant, mettons un participant qui habite ici en Bretagne, et bien sur la carte, on le match à cette température. Je n'ai pas de légende, mais on va dire une température moyenne à cette époque de 22 degrés, par exemple. Et donc, en faisant ça pour toute la cohorte avec des données, par exemple, que m'avaient fourni des collègues de la fédération Atmo, j'avais pu, pour le test, regarder ce qui se passait dans les 7 jours précédant l'invitation, aux adresses d'invitation de tous les participants compétents à toutes les années possibles entre 2009 et 2016. Et on voyait bien on retrouve les variations saisonnières attendues, c'est-à-dire pour les participants inclus au mois de juillet, la température moyenne était d'une vingtaine de degrés, alors qu'au mois de février-mars, on avait des températures beaucoup plus froides. Donc, c'est assez rassurant sur le fait que ça marche quand même assez bien. Avec les données de Météo France de vagues de chaleur, j'avais pu aussi établir la. Vous voyez ici une description. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à décrire, mais pour toutes les années entre 2012 et 2020, vous avez la distribution par année du nombre de jours de vagues de chaleur auxquels chaque participant inclus dans la cohorte était exposé. Donc, vous pouvez voir que, alors, entre 2012 et 2016, il n'y a pas encore tout le monde inclus, hein, vu que les derniers participants ont été inclus en 2021. Mais vous pouvez voir que différentes années se dénotent particulièrement. Bien évidemment, l'année 2022, où tous les participants étaient inclus et on avait quand même une médiane de nombre de jours de vague de chaleur de 20 jours, ce qui était quand même très fort. Et vous avez l'année 2018 qui avait aussi pas mal de jours de vagues de chaleur. Alors, comme Basile l'a très bien expliqué, les îlots de chaleur urbains, c'est un phénomène complexe, il y a beaucoup d'enjeux et au final, c'est assez compliqué de le mesurer. Chacun il va un petit peu de sa petite méthodologie parce que, à ma connaissance, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas forcément encore de base de données nationale qui permettent de localiser facilement les îlots de chaleur urbains partout et dans toutes les communes. Moi, l'enjeu que j'ai, c'est qu'il faut que je caractérise quand même des îlots de chaleur urbains pour tous les volontaires de la cohorte. Vous avez vu, ils sont dans toute la France hexagonale, donc j'ai quand même un enjeu de. Je ne vais pas juste me concentrer sur l'Île-de-France. Je pourrais, mais j'aimerais bien le faire sur toute la France. Vous avez vu qu'il y a différents producteurs de données, par exemple Météo France, le CSTB, le CEREMA qui va présenter juste après moi, mais les collectivités développent aussi des données pour faire leur job de diminuer les lots de chaleur urbains, des associations comme l'Institut Paris-Région, etc. Et donc, il y a une foultitude de solutions à différentes échelles, la ville, la région ou même le pays. Et en fait, il y a différents besoins. Il y a des besoins plus académiques, comme Basile et moi qui voulons faire de la recherche sur les îlots de chaleur urbains, mais pour aider aussi les non-académiques à prendre des décisions, sachant que quand on est épidémiologiste, on est plutôt expert de la santé plutôt que de l'aménagement urbain. Mais du coup, les solutions sont peut-être pas forcément adaptées à tous. Donc, j'ai choisi de vous montrer 2 exemples pour vous expliquer comment aussi on peut opérationnaliser au cas par cas. Moi, dans mon étude, il s'agit d'une cohorte avec des participants individuels et ce sera peut-être pas forcément la même chose pour des études à un niveau écologique, donc quand on raisonnera sur des unités géographiques comme les IRIS ou les communes, par exemple. Donc, je vais vous parler ici d'une étude de données assez incroyable, je trouve, qui vient du CSTB, donc du Centre scientifique et technique du bâtiment, qui avait le projet ou qui ont le projet, je ne suis pas sûre qu'il soit terminé, de SAT4 BDNB, où en fait, ils ont fait une BDNB je vous ai décrit la BDNB précédemment, et donc ils ont pu combiner les données du bâtiment à des données de l'INSEE, de l'hygiène, des cartographies, de l'hygiène, pardon, ainsi que des données, des données satellitaires, pardon, et en fait, ils ont pu générer des données de surchauffe urbaine par bâtiment, me semble-t-il, ou en tout cas par quartier. Donc nous, comme l'objectif, c'est d'apparier chaque adresse de volontaires constants depuis l'inclusion jusqu'à maintenant, on va pouvoir bénéficier de ces données-là, à un niveau donc pour chaque participant. Euh, pour les données du CEREMA, c'est très bien que Lorraine a trouvé, vous le décrive plus en amont après. Donc, je vais peut-être pas forcément décrire tous les tenants et les aboutissants. Ça, je vous laisse avoir plus d'informations dans la présentation suivante. Mais
Mais le CEREMA a pu développer des zones climatiques locales, donc des LCZ, qui est un système de 17 classes. Donc, j'ai illustré dont j'ai illustré quelques-unes sur l'image qui s'affiche sur l'écran. Il y a 9 classes bâties plus une classe d'industrie lourde et 7 classes non bâties. Donc, il s'agit d'espaces arborés ou d'espaces aquatiques ou d'espaces rocheux ou bétonnés. Je pense que Lorena vous décrira beaucoup mieux que moi comment ils en sont arrivés à cette classification, mais je voulais juste souligner que, et Lorena pourra me corriger si j'ai dit des bêtises, qu'elles ne suffisent pas en elles-mêmes à identifier ou localiser les îlots de chaleur urbains, mais elles peuvent indiquer les zones potentiellement à risque. Donc, dans 83 aires urbaines de plus de 50 000 habitants en France métropolitaine, en parallèle avec comment dire, les zones couvertes par l'Urban Atlas, qui est une initiative européenne disponible sur Copernicus. Et donc, pour ces 83 aires urbaines, les données sont mises à disposition gratuites pour le public et les territoires avec une très belle documentation technique et une FAQ. Donc, concrètement, comment est-ce que je pourrais opérationnaliser ces données-là dans l'étude AVOC? Eh ben, je prends l'exemple ici de la ville de Nancy. Vous pouvez voir les différents îlots de chaleur urbains. Donc, en rouge, c'est les LCZ de bâtiments assez denses, etc. Et en vert, ben, c'est logiquement les LCZ plus naturels, ou en tout cas moins à risque. J'ai trouvé il y a récemment cet article qui fait une revue systématique de la littérature sur l'utilisation de ces LCZ dans le cadre de, d'îlots de chaleur urbains et un petit peu dans la continuité de ce qu'expliquait Basile dans sa présentation. En fait, c'est pas forcément la LCZ, donc je reviens en arrière, une qui est celle avec des grands bâtiments, avec la skyline, etc., qui sont les plus retrouvés dans la littérature comme euh, générant des îlots de chaleur urbains, c'est plutôt la LCZ2, donc des bâtiments quand même suffisamment hauts, mais pas trop, et assez denses. Et ils retrouvent évidemment des différences de comportement entre le jour et la nuit, typiquement ce qu'avait déjà expliqué Basile dans sa présentation. Donc, concrètement, si je voulais utiliser ces données-là dans mon projet, comment je ferais? Eh bien, par exemple, je reprends l'exemple de Nancy. Alors, je n'arrive pas à voilà, il y a Zoom qui s'est mis en plein milieu de mon écran, je n'arrivais pas à le déloger. Donc, j'ai pris des exemples fictifs de volontaires Constance qui habiteraient à ces points rouges-là, à ces adresses. J'ai affiché où étaient les LCZ2 dans Nancy. Et ben, je pourrais, pour chaque participant, donc dans son adresse en rouge, savoir s'il est localisé ou non dans un LCZ2, donc à risque ou non d'îlot de chaleur urbain, ou éventuellement calculer le pourcentage de LCZ2 dans un rayon de 300 mètres autour de lui, ce qui correspond à 5 minutes de marche. Donc voilà une façon de faire. Je tenais quand même à souligner que comme les yeux de chaleur urbains, ça reste un phénomène complexe qu'il fallait contextualiser un petit peu dans chaque ville, prendre en compte les dynamiques des masses d'air, etc. Au niveau de l'utilisation et de l'interprétation des données, je suggère toujours d'entrer en contact avec les producteurs de données qui sont en fait des experts de la donnée avec lesquels il faut collaborer pour éviter le mésusage ou la mésinterprétation des résultats. Et donc, ça, ce serait pour essayer d'estimer l'exposition des volontaires constantes. Et ensuite, comment est-ce qu'on utiliserait ces données dans nos analyses statistiques pour faire les liens avec la consommation de soins? Eh bien, on utiliserait on utiliserait différents modèles d'analyse temporelle dont Basile a fourni quelques exemples dans sa présentation, en utilisant comme critère de jugement les consommations de soins soit au total, soit par type, donc hospitalisation par catégorie ou non, urgence ou le tout mélangé. L'exposition serait les variables des vagues de chaleur, par exemple le nombre de jours de vagues de chaleur, la température aux adresses, avec un certain nombre d'indicateurs. Comme vous avez pu le constater dans la présentation de Basile, en fait, tous les indicateurs peuvent approcher différemment l'exposition des personnes. Les températures minimales approchent la température nocturne si elle est trop haute par rapport à nos besoins de sommeil, etc. Et en fait, dans la littérature, chaque organe a l'air d'avoir ou chaque système investigué euh, a besoin de variables quand même un petit peu différentes. Donc, notre projet sera un petit peu l'occasion
de faire énormément de tests pour trouver ce qui est le plus pertinent pour la consommation de soins. Utiliser différents lacs, donc regarder ce qui se passe non pas le jour où une consommation de soins a lieu, mais peut-être 10 jours avant ou 15 jours avant, ou, voilà, pour prendre en compte les effets possiblement décalés des vagues de chaleur ou des températures élevées. Et on ajustera hein, avec des variables pertinentes et on fera des analyses par sous-groupe pour regarder les interactions et identifier éventuellement des populations vulnérables, en tout cas dans la cohorte par sexe, par catégorie d'âge, etc., mais surtout par contexte personnel, notamment le logement ou le bâtiment avec sa vulnérabilité à la chaleur, et au niveau du quartier avec donc soit le FDEP que je n'ai pas explicité, mais qui est un indice de déprivation contextuelle, donc le quartier, et l'îlot de chaleur urbain, et également, comme ça a été demandé par un collègue de l'ATMO tout à l'heure, les interactions éventuelles avec la pollution de l'air. Donc, je vais conclure assez rapidement parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon temps. Mais l'impact attendu et les perspectives de ce projet, ben, c'est de développer des méthodes qui, idéalement, seront utiles à la communauté de recherche pour pouvoir voilà, utiliser les outils qu'on va développer dans leurs propres études, contribuer aussi à estimer l'exposition des personnes résidentes en France aux vagues de chaleur, en fonction de leurs conditions de logement et de leurs expositions aux îlots de chaleur urbains, regarder les risques potentiels en termes de consommation de soins pour aider voilà, à adapter le système de soins, identifier les populations vulnérables et bien évidemment répliquer ou investiguer soit dans d'autres cohortes en population, comme le troisième génération par exemple, ou CKD1 ou d'autres, et également d'autres études, pas forcément avec des données individuelles, mais également des études à un niveau plus écologique. Et voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Emeline, pour cette présentation. On va prendre quelques questions. On a une première question de K. Lady qui demande, est-ce que vous envisagez de regarder la consommation de soins dans les jours qui suivent la vague de chaleur pour estimer les éventuels effets retardés? Bonjour Karine. Et oui, effectivement, je l'ai peut-être dit de façon un petit peu maladroite dans ma diapo des méthodes, mais effectivement, on ne veut pas juste regarder une fenêtre d'exposition pile avant la consommation de soins ou les témoins, mais regarder effectivement des effets décalés. Tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai une toute petite question sur la cohorte Constance. Vous disiez qu'il y avait des volontaires. Comment être volontaire de cette Alors, cohorte? oui. Alors, il s'agit d'une cohorte fermée, comme je n'avais pas forcément énormément de temps à disposition. Il s'agit d'une cohorte fermée, c'est-à-dire que les inclusions sont terminées. Ok. Euh, les participants ont été recrutés en fait sur invitation. Il y a eu un tirage au sort parmi les bénéficiaires de l'assurance maladie dans les départements concernés. Ce tirage au sort a été pondéré par l'âge, le sexe, etc. et des critères de potentielle non-participation voilà, pour éviter d'avoir grosso modo que des cols blancs qui ont des comportements de santé vertueux. Et, euh, et donc, effectivement, pour le moment, il n'est pas prévu de recruter de nouveaux participants dans la cohorte. D'accord.